Effectivement, on est un peu dépassé par le succès. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde pour cette première réunion, le 8 politique. Donc l'idée, alors je vous dis tout de suite parce que c'est la question qui m'a été posée 20 fois, ce n'est pas une annonce de candidature. Voilà, non, c'est pas une annonce de candidature. L'idée, c'était vraiment de faire un point sur cette mandature qui arrive à sa fin, puisque voilà, 6 ans se sont écoulés depuis cette élection de 2020, une mandature qui a été marquée par beaucoup de sujets importants. Ça a été une mandature passionnante, je pense une mandature difficile à vivre pour les Parisiens, mais nous échangerons après sur tous les sujets que vous voulez bien développer sur justement votre quotidien en tant que Parisien toutes ces dernières années. Donc je voulais commencer par faire un petit bilan de cette mandature, un petit bilan d'abord parisien. En revenant sur... je voulais commencer par 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est 1 milliard d'euros en 2001 et on est quasiment à 12 milliards d'euros en 2026. Donc c'est l'échéance 2026. On pense qu'on sera à 12 milliards d'euros. Donc j'imagine que vous savez de quoi il s'agit, à savoir la dette parisienne. Donc on a une trajectoire financière qui est catastrophique. On a des caisses qui sont vides. Tout ça pour un service rendu aux Parisiens qui est, j'allais dire, médiocre, mais je pense qu'effectivement le terme n'est pas approprié, un service rendu qui est absolument catastrophique. Pour faire énormément de terrain, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'habitants qui me manifestent leur ras-le-bol sur des tas de sujets, mais on aura quelques échanges avec vous tous. Le premier des sujets, évidemment, c'est le sujet de la propreté. Et c'est vrai qu'une ville qui est sale, c'est une ville dans laquelle on n'est pas bien, et c'est une ville qui induit le désordre appelle le désordre en fait. Rappelez-vous, à la fin des années 80, aux États-Unis, à New York, Rudolph Giuliani qui avait instauré la tolérance zéro, donc une vitre cassée, elle doit être réparée, je crois que c'était dans l'heure ou dans les 2 heures, parce qu'il avait constaté, et toutes les études le montrent, que c'est comme j'allais dire un sac poubelle qui n'est pas vidé, qui est laissé au pied de votre immeuble, et bien très vite il est rejoint par un deuxième sac poubelle, puis un troisième, etc. etc. Donc ce sujet de la propreté, il est très important. Il représente à peu près 1 milliard d'euros par an, donc c'est quand même un gros poste de dépense. Il y a beaucoup de choses à revoir. Vous savez que je soutiens Rachida Dati, je vais revenir après sur mon parcours, mais vous savez que je soutiens Rachida Dati, et c'est un des premiers tracts qu'elle a souhaité sortir sur la propreté, puisque c'est le sujet numéro 1. Alors, pardon, mais au-delà, avant même les finances, c'est ce sujet-là. Donc, je voulais vous dire que je me suis beaucoup manifestée et beaucoup mobilisée sur cette thématique pendant toutes ces années, en particulier dans le 8e arrondissement, puisque vous savez que Paris est coupé en 2. Vous me dites si je parle trop vite, hein, parce que j'ai tendance à parler très vite. Paris est coupé en 2. Vous avez une partie de Paris, la propreté parisienne, qui est en délégation de service public, et une partie de Paris qui est qui est en régie municipale, donc la ville, c'est-à-dire en direct, gérée en direct par les services municipaux. Or, le 8e est un arrondissement qui est en régie municipale, donc qui est géré par la ville de Paris en direct, et dès que nous avons une grève, nous sommes évidemment extrêmement impactés avec des effets que vous avez pu voir en particulier il y a 2 ans, au moment des grandes grèves de 2023, avec ces gros sujets de salubrité et de risque incendie, puisque je pense à vous qui n'habitez pas très loin de la rue de Portalis en particulier, on a eu des grands feux rue de Portalis, on a eu des grands feux boulevard Malesherbes. Voilà, donc ce sujet de la privatisation de la collecte des déchets, je le porte depuis plusieurs années, et il est au programme de Rachida Dati. Et alors juste pour l'anecdote, pour revenir sur cette thématique-là, en 2023, quand tout le monde croulait sous les déchets, vous aviez
quelques gardiennes d'immeubles qui m'ont raconté qu'elles allaient avec un certain nombre de poubelles dans l'arrondissement voisin qui lui était donc géré par le privé, en l'occurrence je pense au 18e arrondissement. Donc elles amenaient leurs petits sacs poubelles au petit matin dans le 18e pour être sûres de se débarrasser d'une partie de leur poubelles. Voilà, donc ça fait partie des grands sujets des années à venir, des mois à venir, j'espère, puisque on a une échéance qui se rapproche, et donc j'espère que très vite ce sujet-là, on pourra l'évoquer de façon efficace. Alors évidemment, il y a le sujet de la sécurité. Alors la sécurité, on est tous concernés. Quand on pense sécurité, on pense évidemment Porte de la Chapelle, avec le sujet de la colline au crack, etc. Mais on est très concernés dans les arrondissements, comme le 8e arrondissement aussi. Je pense à la rue de Vézelay qui a été, pour ceux qui habitent rue de Vézelay, vous avez probablement en mémoire ce drame qui s'est produit il y a 2 ans, 3 ans maintenant, avec Claire Géronimo qui s'est faite violer dans son hall d'immeuble. Nous avons toutes les problématiques liées à la rue de Pontieux, avec le sujet des boîtes de nuit, les points de deal aussi. Il y a un certain nombre de points de deal dans le quartier Pontieux en particulier, mais il y en a aussi côté Gare Saint-Lazare. Sur la ZAC Beaujon, on a régulièrement des remontées. Donc la sécurité, c'est un enjeu très important, avec le développement à venir de la protection, de la vidéo protection, voilà, tout ce qui est caméra de surveillance. Alors ça relève de la préfecture de police. Bonjour, préfecture de police. Donc on arrive là à la fin d'un plan de vidéosurveillance qui arrive à expiration là en 2026. Donc on va pouvoir à nouveau faire des propositions, puisque c'est donc le préfet qui donne l'autorisation de l'installation de ces caméras. Et il n'y a pas une rue du 8e arrondissement où je n'ai pas eu à un moment ou à un autre un habitant qui m'ait dit « Ah, ce serait bien qu'on ait des caméras ». Le dernier en date, c'est un gros sujet. Je ne sais pas s'il y a des habitants de l'avenue Beaucourt. Avenue Beaucourt qui a un statut un peu particulier, puisque c'est une voie semi-privée, public-privé, et donc il y a vous voyez, avec la bibliothèque qui est au fond, donc là il y a visiblement des petits soucis de sécurité, puisque le soir, à la nuit tombée, c'est un petit coin un peu tranquille. Donc là il y a sollicitation de vidéoprotection, mais aussi toujours rue de Pontieux, dans tout ce quartier, et puis à proximité de la gare Saint-Lazare. On parle aussi du square Bergson, autour du square Bergson, où il y a des trafics régulièrement. Voilà, donc ça c'est un gros. Après on a le sujet du logement. Alors le sujet du logement, c'est un sujet qui est très compliqué à gérer. Je me suis beaucoup battue et j'ai été, je pense, à lanceuse d'alerte. Alors je dis souvent, on n'est qu'une fois dans sa vie lanceur d'alerte, je pense. Enfin, en l'occurrence, c'est sur ce fameux plan local d'urbanisme de la ville de Paris, qui est un très gros sujet pour nous tous, et en particulier pour le 8e arrondissement, qui est très touché par les mesures donc de ce PLU, à savoir, je ne sais pas si tout le monde a suivi, tous ceux qui lisent ma prose sont au courant de ce fameux pastillage. Donc l'idée de la ville de Paris étant de faire du logement social dans des proportions très importantes. On est déjà à l'échelle de Paris à 25%. 25%, c'est la loi SRU. Donc la ville de Paris est dans les clous, avec des arrondissements évidemment où il y a plus de 40% de logements sociaux, et des arrondissements comme le 8e qui sont considérés comme hyper déficitaires. Mais la loi SRU, elle s'applique pour la commune de Paris. Donc le fait de dire il faut faire du logement social dans les beaux quartiers, en fait, c'est... Ah, vous n'entendez rien? Ah mince. Ouais, et rapprochez-vous si vous voulez. Est-ce qu'il y a de la place encore en bas ou pas? Debout peut-être. Debout. Bon, je suis désolée, la prochaine fois on loue le Dôme de Paris. Mais bon. La salle de la mairie. Bon, je suis désolée pour ceux qui sont loin, je suis désolée. Mais on se voit après. Hein. Vous m'entendez là? Bon.
Bon, je vous salue tous. Voilà, je reconnais plein de visages. Voilà, donc le sujet du logement, c'est un très très gros sujet. Je vous encourage, si vous n'avez pas eu l'occasion ou pas le courage de lire tout ce qui a été écrit là-dessus. Je voulais vous dire combien il fallait... Alors oui, pardon, allez-y. Hein. Je m'interromps 2 secondes. Bon. Continue. Bon, en tout cas, sujet du logement, qui est un sujet énorme. Et bon, je vous refais un peu l'historique. C'est à mettre à mon bilan dans le 8e arrondissement, puisque là, c'est vrai que je parlais plutôt du bilan de Madame Hidalgo et de son équipe municipale et plus globalement des 25 ans de bilan de la gauche à Paris. En tout cas, ce sujet du logement, il est monumental. Et en résumé, il y a 2 ans, juste avant le pont de l'Ascension, les conseillers d'arrondissement, les conseillers de Paris se sont retrouvés avec un gros dossier à travailler. Donc autant vous dire qu'il y avait peu de gens motivés puisqu'on était juste avant ce beau week-end qui s'annonçait. Donc ce gros document, c'était le futur plan local d'urbanisme sur lequel on allait devoir débattre. Et après l'avoir travaillé pendant plusieurs jours, c'est 900 pages bien costauds avec beaucoup de termes extrêmement techniques. Il y a un chiffre qui m'a sauté aux yeux, c'était ce qu'on appelait les emplacements réservés, à savoir que la mandature précédente, enfin le plan local d'urbanisme précédent, nous avions 7 emplacements réservés dans le 8e arrondissement et nous passions dans le 8e, donc pour le plan local d'urbanisme à venir, nous passions à 100 emplacements réservés. Donc je me suis posé la question de savoir qu'était-ce que ces emplacements réservés. Et ces emplacements réservés, on les appelle aussi des pastilles. Alors les pastilles, ce sont des immeubles qui ont été fléchés, donc qui ont été identifiés par la ville de Paris. Donc on en a une centaine dans le 8e arrondissement, mais à l'échelle de Paris, on en a plusieurs milliers. L'idée, c'est de faire du logement social dans ces immeubles qui présentent tous a priori quelques caractéristiques communes. Souvent, ce sont soit des immeubles familiaux, donc avec un monopropriétaire, ou alors ce sont des petites copropriétés, ou alors ce sont des institutionnels qui en sont propriétaires. Et donc l'idée, c'est que au jour où des travaux sont envisagés dans ces immeubles, donc avec nécessité d'un dépôt de permis de construire en mairie, ces propriétaires qui ne sont pour la plupart pas au courant, et peut-être que parmi vous, certains ne sont pas au courant. Alors j'ai beaucoup communiqué les adresses, mais enfin vous n'êtes peut-être pas tous au courant. Eh bien vous êtes obligé de produire du logement social sur votre surface. Donc en quelque sorte, c'est une préemption qui ne dit pas son mot. Voilà, donc ça a été un gros sujet. Au début, personne n'avait bien compris. J'ai même essayé de contacter une journaliste du Figaro qui n'y en croyait pas ses oreilles et qui passait son temps à me dire mais il me faut des gens qui me racontent, des propriétaires qui me disent qu'ils sont concernés et qui m'expliquent comment ça se passe pour eux. Et puis les quelques propriétaires qui m'avaient contacté, ils étaient plutôt dans une démarche de nous on prend un avocat et surtout vivons heureux, vivons cachés. Donc les langues se sont déliées dans un deuxième temps, mais au démarrage, tout le monde a eu beaucoup de mal à imaginer que ça puisse, ce processus, cette démarche puisse exister, puisque on peut dire que ça s'apparente à du, moi je dis que c'est du communisme. Enfin vraiment, c'est une attaque à la propriété privée. C'est du vol, exactement, c'est du vol. D'autant plus que votre bien, on en parlait encore hier soir en conseil d'arrondissement, vous avez la possibilité de demander à ce qu'il soit dépastillé. Donc c'est-à-dire que l'État, vous le mettez en vente, vous demandez à la ville de Paris si elle souhaite acquérir votre bien, et si elle ne souhaite pas, vous êtes supposé sortir de ce pastillage. Et la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. On en a encore discuté hier soir, donc il y a beaucoup de failles dans ce dispositif. Enfin voilà, bon, donc ce plan local d'urbanisme, il est extrêmement important parce que c'est un cadre qui conditionne le Paris des 20 prochaines années, sur le plan des modalités, sur le plan du logement, de l'urbanisme, sur les sujets environnementaux, tout ce qui est espace de logistique urbaine, enfin voilà. Donc je vous invite à vraiment y jeter un œil si vous avez possibilité. J'ai tout sur mon site. Peu de gens malheureusement l'ont eu entre les mains. En fait, il fallait se connecter, il fallait... Alors, l'idée, c'est, dans le cadre, c'est très lourd à mettre en place, et je tiens à vous dire d'ailleurs que c'est Emmanuel Grégoire
Grégoire. Je vous rappelle qu'Emmanuel Grégoire est quand même le candidat à la ville de Paris. C'est Emmanuel Grégoire qui est aux manettes de ce plan local d'urbanisme. C'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui était l'interlocuteur. Et quand Madame Hidalgo, quand il était devenu une persona non grata auprès de Madame Hidalgo, il y a un certain nombre de gens, de propriétaires avec qui on avait dit il faut aller taper à la porte du bureau, enfin du cabinet de Monsieur Grégoire pour envisager un accord. Il n'y avait plus d'interlocuteur puisque Madame Hidalgo ayant choisi Rémi Féraud comme poulain, Emmanuel Grégoire avait été un peu mis sur la touche et il y avait un changement de premier adjoint. Voilà, donc sujet du logement pour les propriétaires, il y a ce paramètre-là avec donc l'idée de faire beaucoup de logement social à Paris. Alors moi je dis toujours, je ne suis pas contre le logement social, c'est pas le sujet, c'est que je suis contre l'atteinte à la propriété privée et surtout on est à 25%. Donc maintenant il faut que cette politique du logement social elle fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut que les attributions correspondent à un vrai besoin. On a un certain nombre de propriétés à Paris, enfin de propriétés de professions à Paris qui sont des métiers qui mériteraient d'être avec des revenus très moyens, avec des difficultés à se loger parce que quand vous êtes infirmière, quand vous êtes instituteur, vous n'arrivez pas à vous loger à Paris, en tout cas c'est très compliqué. Il faudrait que ces logements sociaux soient en priorité attribués à toutes ces professions qui font vivre Paris, qu'il y en ait une partie qui soit attribuée à des gens qui sont dans des conditions de façon qui sont très modestes, bien sûr, mais prochain conseil de Paris, par exemple, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des DLH, donc des délibérations relatives au logement qui vont être débattues là, la semaine prochaine ou dans 15 jours. D'ailleurs, je ferai un petit compte-rendu dessus. Et sur l'intégralité de ces DLH, il y a plus de la moitié des DLH qui concernent des logements qui vont être ce qu'on appelle PLAI. Alors c'est un peu technique, mais PLAI, c'est pour des revenus très modestes. Très très modestes. Donc des familles qui ont besoin d'être aidées, mais dans des proportions, c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément d'emploi, qui ont été relogés par la préfecture. Voilà. Donc moi je considère que la ville de Paris, elle a besoin en priorité de loger les gens qui font vivre Paris. Voilà, donc il y a ce sujet du logement, il y a le sujet du patrimoine, 25 ans de socialisme et je trouve qu'on a un patrimoine qui s'est beaucoup dégradé. Je me pose régulièrement la question de savoir si nous avons une équipe municipale qui est attachée au beau. Enfin moi c'est une surprise pour moi tous les jours que de voir le manque d'entretien, le plan église par exemple qui date de la mandature, de la fin de la mandature précédente, c'est un peu contraint et forcé parce que les églises tombaient en botte. Donc tout d'un coup il y a eu une espèce de lumière, c'est-à-dire qu'on s'est dit mince, il faut qu'on entretienne notre patrimoine. Et là, en catastrophe, on a commencé à essayer de trouver des revenus pour financer la réfection la restauration de nos églises. Voilà, donc le patrimoine c'est un gros sujet. Je me suis beaucoup mobilisée d'ailleurs dans le 8e sur le parc Monceau, le sujet en particulier des grilles. Il y a les grilles, mais il n'y a pas que les grilles. Le parc Monceau est un parc qui est très fragile et il y a un certain nombre d'éléments dans le parc qui méritent aussi d'être protégés, restaurés. Voilà, et tout ça est très laborieux et clairement ce ne sont pas les priorités de la ville de Paris. Voilà, alors il y a un autre aspect qui est important, c'est les mobilités. 25 ans de socialisme, donc voilà, je dirais que depuis, c'est la deuxième mandature qui quelque part est le point d'orgue de cette anarchie sur l'espace public. Madame Hidalgo a monté tout le monde, on est tous opposés les uns aux autres, il y a une espèce de fracture entre les uns et les autres, les mobilités sont opposées, alors parce qu'on est piéton, parce qu'on est cycliste, on est opposé aux piétons, parce qu'on est automobiliste, eh bien on est un méchant qui n'aime pas les piétons. Enfin, tout le monde est opposé à tout le monde. L'idée, quand même, dans une ville, c'est que chacun trouve sa place. Et donc, on en est même arrivé à faire un plan piéton. La base. Enfin, le piéton, c'est le plus fragile. Et c'est vrai qu'on a un espace public qui a été très bousculé ces dernières années par l'installation de toutes ces pistes cyclables. Et je suis cycliste, donc on en a besoin. Mais tout a été fait un peu en dépit du bon sens, sans plan global, avec les effets
qu'on voit aujourd'hui, un Paris bouché, un Paris avec des pistes cyclables d'ailleurs pour une grande partie d'entre elles qui sont dangereuses, qui ne correspondent plus d'ailleurs au nombre de cyclistes. En fait, tout a été sous-dimensionné, donc il y a eu un problème de vision. On peut mettre ça aussi, j'allais dire, à l'actif de Madame Hidalgo. En tout cas, il y a un vrai manque de vision, d'anticipation. Donc les mobilités, ça va être un énorme sujet. Pour ceux qui vivent dans le quartier Europe, vous êtes en première ligne de tous les effets d'un manque de vision, puisque je vous rappelle, au moment du confinement, la fermeture de la rue d'Amsterdam en vélorue, avec tous les effets délétères. En fait, il n'y a eu aucune anticipation des reports de circulation sur le reste du quartier. Et on a passé son temps à essayer de rafistoler, en fait, tous les effets en fait délétères liés à cette première modification qui a été quand même une modification assez draconienne, qui a eu vraiment des effets sur aussi les mobilités des bus. Voilà, donc là l'idée, et c'est une idée aussi que porte Madame Hidalgo, Madame Dati, et vraiment à l'échelle du 8e, il y a du travail, c'est réfléchir à un plan de circulation cohérent. Alors évidemment, il n'est pas question de tout casser, c'est pas ça le sujet, c'est de réfléchir de façon pragmatique à ce qui est rationnel, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment améliorer la situation et votre vie aux uns et aux autres. Mais de façon constructive, j'espère, à la politique menée par la ville de Paris, en particulier dans le 8e arrondissement. Je vais vous laisser la parole parce qu'il y a tellement de sujets. Alors, je voulais vous dire, surtout, et c'est ce qui est, j'allais dire, quasiment le plus important, parce que ce bilan, vous l'avez tous, vous le vivez tous, ce bilan. C'est votre quotidien, c'est votre qualité de vie. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une vraie fenêtre de tir dans quelques mois. On peut gagner Paris. On est, alors ici c'est le carrefour, je pense qu'on est au carrefour, en fait on est à la croisée des chemins. On a une grande chance qui est qu'on ait pu, grâce au travail de Sylvain Maillard, qui est donc le député de la circonscription, qui a ferraillé pour obtenir la révision du mode de scrutin à Paris. Donc ça a été très compliqué puisqu'il y avait une opposition de beaucoup, puisqu'effectivement ça remet en question tous les fiefs. Vous savez, dans chaque arrondissement il y avait des fiefs, dans les gros arrondissements en particulier, et c'est vrai que ça change un peu, ça bouscule un peu les habitudes, et il y a un peu des luttes de pouvoir, etc. Mais en tout cas, je pense que cette révision du mode de scrutin, c'est une énorme avancée pour Paris et pour les Parisiens surtout, puisque les Parisiens enfin vont voter directement pour le maire de Paris. Alors je vous explique, en fait on va avoir 2 urnes dans les bureaux de vote, donc d'ailleurs on cherche des assesseurs partout, puisqu'on est obligé d'avoir tout multiplié par 2. Vous aurez 2 urnes, vous aurez une urne qui vous permettra de voter pour votre maire d'arrondissement, donc voilà, une liste classique. Dans le 8e on perd 5 élus, donc il y avait 13 élus dans le 8e arrondissement, il n'y en aura plus que 8, parce que la démographie baisse, donc on est le plus petit arrondissement en termes de nombre d'élus. Ça veut dire que ça va être une mandature sportive, puisqu'avec 8 élus, dont probablement 1 ou 2 d'opposition, il faudra assurer le fonctionnement d'une mairie, et puis si on a un peu d'ambition, d'une mairie qu'on a envie de faire bouger, avec beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en place. Donc ça va être, il va y avoir des élus solides en tout cas, et qui connaissent un peu le sujet et qui sont prêts. Alors 2 urnes, donc cette urne pour votre maire d'arrondissement qui est totalement décorrélée de la mairie de Paris, de celle de la mairie de Paris. Et là vous aurez une liste de conseillers de Paris. Vous voterez soit la liste Dati, soit la liste LFI, soit ce que vous voulez, enfin plutôt Dati d'ailleurs, mais toujours est-il que les deux seront dissociés. Donc c'est une grande première. Alors il va y avoir probablement au démarrage ça va être un peu à tâtons tout ça, en particulier sur le sujet des compétences. Il y a des choses qui sont pas, des petits ajustements qui sont pas encore réglés, qu'il va falloir régler une fois que l'élection sera passée, mais sur les compétences des maires d'arrondissement, sur comment organiser tout ça. Voilà, donc grande fenêtre de tir pour gagner Paris, grâce à cette révision du mode de scrutin. Chaque voix compte, et surtout dans les arrondissements de l'Ouest parisien où beaucoup
votent dans les maisons de campagne, en province, etc. Revenez voter à Paris, faites voter tout votre entourage. Il faut absolument qu'ils reviennent voter à Paris. Les commerçants peuvent voter à partir du moment, il suffit d'aller regarder sur le site de la mairie de Paris, c'est très clair et c'est assez facile. À partir du moment où vous exercez depuis 2 ans dans l'arrondissement et que vous êtes le patron, vous avez 2-3 documents à fournir, mais vous pouvez voter à Paris. Tout ça est très important et joue en la faveur d'un basculement, puisque ça fait quand même, je pense qu'on a une mandature qui sonne un peu le glas d'une époque. On a besoin d'oxygène, on a besoin c'est assez simple, il y a un renouvellement des pratiques, etc. Donc premièrement, la révision du mode de scrutin qui est un point positif. Deuxième point positif, les Parisiens en ont ras-le-bol. Beaucoup de Parisiens en ont ras-le-bol. Beaucoup de Parisiens, y compris dans les quartiers populaires, donc des quartiers où on avait plutôt tendance à voter à gauche, voire LFI, certains commencent à en avoir ras-le-bol. Quand vous habitez un logement social, porte de la Chapelle, et que, comme vous l'avez peut-être vu via une petite vidéo que Rachida Dati a mis en ligne, vous avez des appartements qui sont dans un état absolument déplorable, donc un parc social qui est à l'abandon, eh bien, vous considérez que c'est indigne et qu'il faut que ça change. Et donc cet électorat qui était acquis à la gauche, il peut peut-être basculer pour une part et avoir envie d'autre chose. Donc ras-le-bol des Parisiens en deuxième point. Troisième point, on a une gauche qui pour le moment est divisée. Avec, vous avez dû suivre Sophie Chikirou qui se présente à la tête de LFI, enfin pour LFI, et qui ne souhaite pas du tout voir arriver Emmanuelle Grégoire comme maire de Paris. Pourquoi ? Parce qu'elle se projette pour les prochaines présidentielles. Et les prochaines présidentielles, eh bien, la LFI espère bien prendre toute la lumière. Il ne faut surtout pas donner un espace médiatique à la gauche, enfin au PS, et Paris est une vitrine. Donc il ne faut surtout pas, en tout cas c'est la doctrine de LFI, il ne faut surtout pas, elle l'a dit d'ailleurs de façon très, très claire, ils ne veulent surtout pas que le PS l'emporte à Paris. Donc ils font bande à part et ils représentent dans certains quartiers, rappelez-vous, il y a quand même, je crois que c'est à peu près la moitié des députés parisiens qui sont passés au premier tour, des députés LFI. Donc il y a un socle. Je crois qu'ils faisaient des tout petits scores il y a quelques années, mais voilà, ils montent et c'est capital. Voilà, et ça n'arrange pas les affaires de la gauche en tout cas. Donc ça c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est qu'on a une très bonne candidate. Alors elle a du punch, personne n'est parfait, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait, mais elle a le mérite de pouvoir parler à tous les électorats, d'avoir l'expérience. Alors certes, c'est le 7e arrondissement, c'est pas la porte de la Chapelle, mais elle le tient très bien. Très bien. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir une candidate qui a une stature en plus nationale, et ça pour Paris, c'est un peu incontournable. Donc voilà, on a plusieurs éléments qui font que on peut espérer, et je pense qu'on va gagner Paris, mais voilà, ça demande une mobilisation des uns et des autres. Voilà, alors en ce qui me concerne, donc je ne suis pas encore dans le temps de l'annonce d'une candidature. Mon bilan, vous le connaissez pour un grand nombre d'entre vous, puisque vous lisez régulièrement, et je vous encourage à aller voir pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis intervenue sur beaucoup de sujets. Évidemment, j'ai évoqué le PLU, mais il y a beaucoup de sujets, les mobilités, avec en particulier... Éole. Pardon ? Éole. Oui, l'avenue de Messine, avec tous les travaux de l'avenue de Messine. Là, on parlait des travaux de la rue de la Pépinière, je ne sais pas où est monsieur Bold, que j'ai vu tout à l'heure. Enfin, voilà, tous les problèmes liés aux travaux dans les chantiers, ça c'est un sujet où on m'a beaucoup interpellé. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire bouger les lignes, que ça se passe au mieux entre les riverains et puis les concessionnaires ou autres. Mais c'est vrai que la ville de Messine a été particulièrement... Tu nous as beaucoup aidé. Voilà, donc... Ils sont partis parce que j'avais toi. C'est vrai qu'on a monté un collectif, voilà, à Catherine. Tu as pris la tête d'un collectif
collectif, parce que c'est vrai qu'on a mis en place toute une stratégie pour que les riverains puissent peser et que leurs paroles soient entendues par... Tu connaissais rien, voilà. tu as été derrière et tu nous as... Il y a toujours les... Non, c'est fini. Alors, Près de la place, là. tout est dégagé, ouais. Mais ça a été très très dur. J'ai mes bureaux, mais parce que Catherine nous a aidé à monter un collectif qui a été très efficace. Tout le monde a signé. J'ai fait du porte-à-porte pour aller voir tous les habitants. Tout le monde a signé et on a pu, non c'est pas la peine, j'ai la voix tout le temps. Et on a pu intervenir auprès de Bouygues. D'abord, j'ai organisé avec tous les habitants une visite de Éole avec des casques, etc. Ça peut servir. Les gens se sont sentis concernés et ils ont été voir ce qui se passait, comment les travaux évoluaient, etc. Et puis on était derrière en leur disant vous partez quand, vous partez quand, vous partez quand. On y vit, stop, on y vit. Mais ils sont partis. Et ils sont partis. C'est pour ça que je dis, surtout, il y a beaucoup de fatalisme. Moi, j'entends beaucoup de gens dire, mais en fait, ça sert à rien, on n'est pas entendu, on écrit, on n'a pas de retour. En fait, vraiment, il faut pas lâcher le morceau. Non. Il faut être pugnace. Un bulldog, Voilà, il faut être pugnace parce que il suffit que vous ayez 2 ou 3 ou 4 mails qui vont dans le même sens. Tout d'un coup, vous vous dites, ah, ça veut dire qu'il y a derrière 40, 50, 100 habitants qui sont concernés par ce problème. Et donc, il faut le régler, ce problème. Et il répondait, la plus haute, les plus hautes instances de Bouygues répondaient aux mails qui étaient envoyés. Que Bouygues réponde, ça je m'en doute pas. Que la maire réponde, parce que c'est un peu ce que je vous reprocherai dans votre discours, deux choses. C'est pas parler. Attendez, vous voulez que je parle de la maire du 8e? Premièrement, d'être très poli, donc vous n'avez pas parlé. Ah, je n'ai pas encore parlé, mais non, mais ça c'est... La maire du 8e. Et deuxièmement, d'avoir oublié dans toute votre description le boulevard Haussmann, puisque depuis 3 semaines, la moitié du boulevard, nous n'avons pas de lumière. Ah bah là, attendez, je vais vous en parler. Moi, quand j'habite au Canada, je ne viens que l'hiver. Ça va faire 10 ans que nous avons des câbles. Aujourd'hui, il y a 2 jours, ma femme s'est fait agresser par un voyou, puisqu'ils couchent tous derrière la rue de la Baume, là, vous en avez partout. Donc ça devient, alors je pense que Madame Hidalgo, nous connaissons, la maire, moi j'ai voté pour elle, mais quand elle a changé d'équipe, elle a demandé l'avis à personne. Eh bien alors c'est dommage que vous ne m'ayez pas écrit avant, parce que j'ai pris la parole hier soir sur ce sujet, et qu'en gros, on a considéré qu'il n'y avait pas besoin d'un audit sur le 8e en matière d'éclairage. Or, moi j'ai été interpellée ces derniers mois, mais de façon récurrente, sur des problèmes d'éclairage, place de la Concorde, cours de la Reine. Alors là on a eu une explication, à savoir qu'il semblerait que les câbles soient très anciens et que la place de la Concorde va avoir un grand lifting, sur lequel d'ailleurs je suis à surveiller de près. Enfin en tout cas à cette occasion l'éclairage sera repris. Pour le reste, très régulièrement je suis saisie par des habitants avec des problèmes d'éclairage rue de Vienne, avec des problèmes d'éclairage en haut d'avenue Hoche, avec des problèmes d'éclairage sur la ZAC Beaujon, avec des problèmes, alors voyez, vous m'évoquez le boulevard Haussmann. Ça part du 131 jusqu'à après le musée Jacques-Marandré, tout un côté. D'accord. Mais alors là, vous me l'écrirez parce que je vais relancer. Voilà. Alors surtout, pas de fatalisme. Surtout, dites-vous qu'il ne faut pas. Je veux dire. Ben oui, mais je comprends. Je comprends qu'on puisse à un moment se décourager. En tout cas, ce sujet de l'éclairage, il est important parce que c'est un sujet de sécurité publique. Et puis, il y a un enjeu patrimonial aussi. C'est-à-dire que c'est quand même la moindre des choses d'avoir une ville éclairée. J'étais très déçue quand j'ai entendu Rachida Dati dire qu'elle laisserait les voies sur berge telles qu'elle les renforcerait même pour les piétons. Moi j'attendais de Rachida Dati qu'elle renverse la table. Parce que quand Hollande est passé, il a détruit tout ce qu'avait fait Sarkozy, il était de gauche et il a dit bon, la droite c'est fini. Je pensais que Rachida Dati dirait la gauche c'est terminé. Mais rassurez-vous. Voilà, mais c'était pas fait. J'ai entendu le contraire. Elle a dit qu'elle mettrait des bus pour les
gâche la vie. Quand je déplace du Trocadéro, je vois plus Trocadéro, je vois des bus. Des bus. Les bus, c'est 4 ou 6 voitures l'un après les autres. Donc c'est bien plus ennuyeux que des petites voitures. Donc c'est le sujet. Alors c'est vrai qu'elle a annoncé effectivement que les voies sur berge, la partie inférieure, c'est vrai que l'idée de, on peut pas faire marche arrière, enfin c'est pas faire marche arrière, il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Jamais faire marche arrière. Ah mais alors juste, je suis tout à fait d'accord, il faut, c'est pour ça que moi et d'ailleurs Rachida pour le coup, alors attention, moi je suis pas sa porte-parole, hein, je suis pas sa porte-parole, je la soutiens, mais je ne suis pas sa porte-parole, donc je ne connais pas parfaitement les sujets qu'elle porte pour le moment. Il y a des sujets pour lesquels on n'est pas encore, elle n'a pas développé, j'ai pas vu moi en quoi concrètement vont consister le réaménagement des voies basses sur berge. On va rien dire, on va pas là-dessus. On en reparlera. En tout cas, je sais que ça a été un sujet qui avait été mal interprété en début de campagne. Il y a eu une phrase maladroite de sa part lors d'une réunion publique et les journalistes tout de suite s'en ont emparés en disant ça y est, avec Madame Rachida Dati, c'est le retour en arrière, c'est le retour de la bagnole, le retour des voitures sur les voies sur berge, et ça a été un démarrage de campagne comme ça. Donc elle a voulu rectifier le tir entre guillemets parce que c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire et ça a été tout de suite évidemment interprété et ça a été c'est facile de caricaturer. Donc c'est pour ça qu'elle partait de l'idée de présenter rapidement un beau projet pour les voies sur berge. Et c'est Hidalgo 2, c'est pas la peine. Je vous rassure, ce sera pas Hidalgo 2, hein. Ce sera pas Hidalgo 2. Hein. Elle a dit qu'elle changerait la vie. Non. L'idée c'est le plan de circulation. Sur la rue de Rivoli, il y a un projet de. Il faut remettre la rue. Oui. Mais on est envahi par les. Dans le plan de mobilité, il va y avoir une reprise en main du plan de mobilité. Donc une réflexion sur l'intégralité du plan de mobilité parisien. 135 000 habitants ont quitté Paris, donc le solde est négatif, en 10 ans. Voilà, 135 000 personnes. Mais ça serait intéressant de savoir. Alors le détail, beaucoup de familles s'en vont, et la preuve en est, c'est qu'on a une chute du nombre d'enfants dans les écoles, avec des perspectives de fermeture d'école. Je ne parle pas de fermeture de classe, parce que les fermetures de classe, on en a à l'appel, mais des fermetures d'école, et ça commence. D'ailleurs, prochain Conseil de Paris, là aussi, il y aura l'étude de que fait-on. 4500 élèves en moins. Oui, c'est absolument catastrophique. Alors il y a une baisse de la démographie à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, mais Paris est particulièrement touché puisqu'on a une qualité de vie. C'est vrai que à l'issue du confinement, j'avais interrogé une directrice d'école du 8e arrondissement qui m'a dit que depuis quelques années, elle assistait à un départ de familles au fil de l'eau, voilà, avec à la clé une fermeture de classe une fois de temps en temps. Mais après le confinement, le phénomène s'est accéléré avec des familles qui ne partaient plus uniquement en banlieue, donc en périphérie de Paris, mais qui partaient beaucoup plus loin. Donc le phénomène va en s'amplifiant et ne va pas aller en s'améliorant, avec un énorme sujet qui est que fait-on de tous ces bâtiments. Voilà, donc il va y avoir une réflexion sur le devenir de tous ces bâtiments, voilà, ces mètres carrés qui vont être libérés. Je vais vous poser une autre question. Allez-y, j'ai pas réponse à tout, hein, mais. Non, c'est des sujets qu'il faudra peut-être creuser. Ouais. J'ai entendu parler de 50, 55 000, 60 000 employés par la mairie de Paris. 55 000. Qu'en est-il? Comment on se compare par rapport à d'autres grandes villes dans le monde, ou même en France? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour en réduire le nombre? Parce que ça me paraît beaucoup. Alors, il va y avoir effectivement ça, qu'on a 55 000 employés municipaux, et puis employés de la ville, avec une augmentation, je crois que c'est de 13% de la masse, de cette masse de personnes employées par la ville à l'issue de ces 2 mandatures. Donc ça fait effectivement, on n'a pas arrêté en fait d'embaucher pour, comme je disais tout à l'heure en préambule, un service rendu qui n'est pas du tout à la hauteur. Donc il y a l'idée du remplacement, du non-remplacement d'un certain nombre de personnels qui vont partir à la retraite, parce qu'on a un personnel qui est vieillissant aussi. Avec la privatisation de la collecte des déchets, il va y avoir aussi on va reconsidérer un peu les effectifs de la ville de Paris, puisqu'ils sont comptabilisés dans les effectifs de la ville de Paris. Donc il va y avoir des plans, effectivement, on va dégraisser le mammouth, entre guillemets, progressivement, mais ça sera pas du jour au lendemain. Des programmes, ça? Oui,
Oui, tout à fait. Oui, ça fait partie de... Parce qu'on va devoir faire des économies monstrueuses. Alors, pour vous décrire un peu la situation, lorsqu'on va gagner Paris en mars 2026, il va falloir être opérationnel tout de suite. Donc, la projection, c'est un audit, c'est 2 audits indépendants pour mettre à plat toutes les politiques de la ville, parce qu'on va découvrir des cadavres dans tous les placards, et je pense en particulier aux bailleurs sociaux, avec beaucoup de sujets, puisque ça brasse beaucoup d'argent, tout ça. Vous avez entendu parler des loyers capitalisés. Donc autour du sujet des bailleurs sociaux, il y a probablement beaucoup de choses à gratter. J'ai vu qu'un candidat, et je trouve que l'idée est intéressante, alors à creuser, l'idée de peut-être fusionner aussi des bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'on a, je crois que c'est 11 bailleurs sociaux à Paris. Peut-être on va pouvoir fusionner des bailleurs sociaux. Peut-être que ça permettra, je sais pas. Mais pourquoi ça ? Bon, pour mutualiser peut-être, pour être peut-être plus efficace, si on mutualise les moyens. Je sais pas, je n'ai pas creusé la question, mais j'ai vu ça et je me suis dit tiens, c'est peut-être un truc à faire, parce que le sujet du logement c'est énorme, c'est mal géré. Comment faire en sorte d'améliorer la gestion, quoi. Déjà on va avoir une première mandature. Il faut déjà stopper la dépense, et puis voilà, avoir une gestion vertueuse. Donc il va falloir qu'on fasse des économies un peu partout. Il y a évidemment le sujet des subventions. Vous connaissez les subventions. Oui. Voilà. Alors c'est pas ça qui remplira les caisses de la ville, mais on a un gros sujet subvention, 300 millions d'euros par an. Et juste pour l'anecdote, et je mettrai aussi dans quelques semaines, dans 15 jours au moment du Conseil de Paris, 100 000 euros encore votés au Conseil de Paris pour SOS Méditerranée. Et puis plein de subventions qui n'ont absolument aucun lien avec la ville de Paris. Alors quand on est dans une santé florissante, qu'on aille subventionner des projets à l'autre bout du monde, pourquoi pas, des pistes cyclables au Zimbabwe, pourquoi pas, sauf que là on est quand même exsangue et qu'il va falloir qu'on recentre un peu nos missions sur le régalien, sur les grands sujets qui sont la sécurité, comme on le disait, la propreté, et qu'on arrête de se disperser en fait. Donc il y a vraiment du pain sur la planche, mais comme je le disais, je refuse le fatalisme. Voilà, alors les sujets, vous en avez probablement... Alors, je voulais revenir un peu sur l'historique pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, en 2014, j'ai été élue dans le 8e arrondissement, conseiller de Paris. Donc, vous vous souvenez probablement de Pierre Lelouch, qui était numéro 2. Donc, qui fait beaucoup de médias, et qui m'a dit d'ailleurs qu'il n'avait aucun regret de sa période à l'Assemblée nationale, que vraiment, vu le niveau, considérait qu'il n'y avait plus rien à attendre de l'Assemblée nationale et qu'il était beaucoup plus efficace via ses tribunes, parce qu'il écrit beaucoup aussi dans le Figaro. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit pour l'anecdote. Et donc en numéro 1, il y avait donc Madame d'Auxerre. C'était une époque. La première circonscription de Paris. Oui, c'était avant Sylvain Maillard. Bon voilà, la roue tourne. Alors donc j'ai été élue en numéro 3. Madame d'Auxerre avait été élue en numéro 1. Madame d'Auxerre est arrivée un peu par surprise, puisque vous avez probablement connu Madame Mérigot-Trény, qui était donc pressentie pour prendre le relais de François Lebel. Et alors moi j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais toujours est-il que Martine Mérigot-Trény a craqué, et que Nathalie Kosciusko-Morizet, à 1 mois et demi des élections municipales, a dû trouver quelqu'un pour prendre le relais. Et alors par quel méandre et quelle péripétie cela s'est produit, c'est fait, je n'ai pas tous les détails, mais en tout cas Madame d'Auxerre s'est retrouvée donc maire du 8e arrondissement. Alors c'est vrai que ma première, moi je ne la connaissais pas spécialement, et réciproquement elle ne me connaissait pas non plus, et le démarrage de campagne a été un peu dur, le mois et demi de campagne qui restait avant l'élection a été un petit peu difficile, mais je pensais qu'elle se ferait accompagner, coacher, parce que c'est vrai que quand on découvre un mandat, il y a quand même des choses à apprendre, surtout quand on devient maire. Il faut être opérationnel rapidement, et puis surtout quand on est arrivé après un maire comme François Lebel, qui avait été maire pendant plus de 30 ans, alors 31 ans, donc qui était un maire un peu à l'ancienne. Alors certains d'entre vous s'en souviennent, on m'en parle encore, il répondait à tous les courriers, moi c'est souvent ce que j'entends, il répondait à tous les courriers, il était extrêmement présent, il faisait beaucoup de terrain, et voilà. Enfin donc voilà, début de mandature très compliqué.
Enfin, en tout cas, voilà, j'ai pris mon indépendance et puis j'ai été après nommée aussi élue à la métropole du Grand Paris. Donc ça a été un mandat aussi passionnant parce que la métropole du Grand Paris, alors vous allez me dire, dans le feuilleton, dans le millefeuille, c'est un échelon de plus, hein, c'est la rivalité entre la région et puis la métropole. Tout le monde a un peu de mal à comprendre comment tout ça s'articule, mais moi je trouvais que c'était passionnant parce que on était en prise avec des maires, des vrais maires, c'est-à-dire des maires de plein exercice. Parce que vous savez que les maires d'arrondissement, ils n'ont pas les pleins pouvoirs. Les maires d'arrondissement, ils sont à portée de baffe, comme on dit, mais c'est la mairie centrale qui a la majorité des compétences. Pour autant, un maire d'arrondissement, pour moi, il a un rôle essentiel, c'est le premier échelon, et c'est celui qui doit être, qui est au contact des habitants, c'est celui qui doit être le relais, il a été élu par exemple dans le 8e, vous avez élu un maire avec a priori une couleur politique qui correspond à une vision qu'on a, et donc vous attendez de lui qu'il défende cette vision auprès de la maire de Paris, même si évidemment ils ne sont pas de la même couleur politique, mais c'est le rôle du maire d'arrondissement. Et quand c'est justifié, il n'y a pas de raison que le maire de Paris s'oppose frontalement à ce que vous demandez. Vous êtes là au service des habitants, même s'il y a des grands sujets, je pense aux pistes cyclables par exemple du boulevard des Malesherbes. Là, je pense que nous aurions pu trouver un accord avec la maire de Paris, mais il aurait fallu que le maire d'arrondissement se démène. On aurait pu trouver un arrangement, c'est-à-dire qu'on aurait pu trouver, puisque je vous refais l'histoire et je reviendrai à mon parcours. Souvenez-vous l'histoire de la piste cyclable du boulevard Malesherbes. Un avis positif a été rendu sur l'installation de cette piste cyclable, enfin de la sécurisation de la piste existante, avec donc ce fameux petit muret, et la suppression des pistes cyclables de chaque côté, donc du boulevard de Courcelles jusqu'à la place de la Madeleine, donc suppression de l'intégralité des places de stationnement, sachant que c'est le boulevard qui est le plus habité de tout le 8e arrondissement, avec des familles, avec des personnes âgées, avec des professionnels, enfin voilà, c'est un boulevard qui a une vie trépidante, j'allais dire. Matin, midi et soir, vous avez des gens qui ont besoin qui viennent chez eux, qui rentrent chez eux en voiture, qui repartent, bon voilà, on n'est pas dans les bas-fonds d'un arrondissement qui est endormi. Et ce boulevard Malesherbes, la maire du 8e a rendu un avis positif, c'est-à-dire que l'installation, l'aménagement prévu, à savoir la suppression de l'intégralité des places de stationnement, il n'y a pas eu de contestation du tout, il n'y a pas eu de... Alors, voilà, pourquoi ? Parce que, tout à fait, parce que effectivement, apprenant cela, j'ai demandé le permis de travaux, j'étais la première, mais surprise qu'on n'ait pas cherché à au moins maintenir la moitié des places de stationnement. Qu'on en supprime quelques-unes, très bien, mais qu'on essaie de trouver un équilibre, ça me paraissait normal. Donc d'ailleurs, il suffit de regarder toutes mes prises de parole en conseil d'arrondissement, j'ai été à chaque fois, j'ai eu le droit à telle manière, vous êtes anti-piste cyclable, mais c'est pas le sujet, je suis à vélo. On peut pas contester le fait que moi aussi j'aime bien circuler à vélo. Donc j'ai fait une pétition qui a été très relayée. Il y a eu un collectif qui s'est monté avec des habitants. Vous étiez d'ailleurs, je crois, 79 requérants. Ah oui, ça a été voilà. Après, il y a eu ceux qui étaient ça a été une très belle opération. Je suis allée distribuer mes pétitions dans tous les immeubles du boulevard Malesherbes, qui est quand même très très long, avec évidemment la possibilité de rentrer chez certains, de trouver des boîtes aux lettres, de trouver les gardiens qui veulent bien communiquer. Enfin, toujours est-il que malheureusement, on n'a pas du tout été soutenu par la mairie du 8e, et que on est arrivé à la situation que vous connaissez, des pistes cyclables qui sont assez dangereuses d'ailleurs. Donc il faudra là aussi revoir ce qui a été aménagé, parce qu'il y a des carrefours en particulier qui posent problème. Dans les yeux, qu'elle se démette, que cette fois-ci, elle abandonne et qu'elle ne se présente plus. Donc quelle serait la stratégie électorale que vous nous suggériez pour qu'on porte votre projet, qu'on en parle autour de nous et que les gens ne se trompent pas, parce que vous serez tous les deux de droite si elle se présente. Alors effectivement, je pense que la maire du 8e va être candidate. Mais ça, il faut. Alors, on n'est pas encore, pour le moment, on n'est pas encore dans le temps des investitures, etc. Tout ça est un petit peu en train de progressivement de se monter, mais je peux illustrer par quelques. Voilà. Alors c'est pour ça que médiatiques qui mériteraient qu'elle se démette. Alors en fait, elle ne se démettra pas, connaissant c'est sa liberté, connaissant sa personnalité. Je pense que elle ne se démettra pas. Lui suggérer. Vous ne pouvez pas aller contre
sa volonté, je pense qu'elle ira, sauf événement majeur. Par contre, je ne suis pas sûre qu'elle soit soutenue par Rachida Dati. C'est-à-dire qu'elle ira en indépendante. Voilà. Mais tout cela reste... voilà, elle annoncera peut-être sa candidature, comme elle est maire sortant, peut-être au mois de février. Je crois que c'est ce qui s'était passé en 2020. Donc on n'est pas tout à fait encore dans ce temps-là. Donc voilà. En tout cas, pour en revenir à mon parcours, donc voilà, j'ai pris une certaine indépendance, donc j'étais conseillère de Paris, j'ai fait beaucoup de choses, du coup j'ai été un peu obligée de me mettre à tous les sujets. Et en 2020, j'ai demandé à être investie par les Républicains. Et ce qui m'avait été répondu à l'époque, c'est que la maire sortante demandait à être à nouveau investie, et qu'un maire sortant demandant à être investi, il y a une règle de base, c'est qu'on le réinvestit. D'autant plus que le 8e est un petit arrondissement qui ne pose pas particulièrement de problème. À l'époque, on avait encore ce sujet des conseillers de Paris. Il n'y a que 3 sièges de conseillers de Paris dans l'arrondissement. Donc l'idée, ça a été, on ne met pas le bazar dans le 8e arrondissement pour... voilà, parce qu'on sait que ça tourne par rond, on sait qu'il y a des problèmes, mais voilà. Et donc, ce qui a expliqué ma candidature en divers droite, donc en indépendant. Donc j'ai quitté ma famille politique, les Républicains, parce qu'on ne pouvait pas être 2 candidates LR sur la ligne de départ. Et on a fait un score qui a défrayé la chronique, puisque à l'époque, Christian Jacob était le président du parti, m'avait dit, Catherine, tu sais, même faire 5% à Paris sur son nom, franchement, dans un arrondissement, les gens ne connaissent pas leurs élus, éventuellement leur maire d'arrondissement. Il y a quelques têtes comme ça qui sont un peu médiatiques, qui sortent du lot, mais sinon on connaît, il y a un anonymat, les élus on les connaît très peu finalement. Demandez à un habitant du 13e, est-ce qu'il connaît le maire du 13e? Bon, vaguement il connaîtra peut-être le maire du 13e qui a distribué une boîte de chocolat au moment des vœux, mais s'il n'a pas eu d'occasion d'aller à la mairie, il ne le connaît pas forcément. Et en fait on a fait, avec une formidable équipe qui est, pour certains ils sont là d'ailleurs, toujours là, donc on a fait plus de 17%, donc on a fait d'ailleurs quasiment le score de Renaissance, avec lesquels on avait au 2e tour, tout à fait, au 2e tour. En fait, c'est Rachida Dati qui déterminera sa tête de liste dans le 8e arrondissement. Voilà, donc en l'occurrence, là, la prochaine échéance, c'est une décision qui viendra de Rachida Dati. Voilà, et moi, je prendrai toute ma part d'une manière ou d'une autre, mais je serai, voilà, vous le verrez, en tout cas. Oui. Pardon ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Rachida Dati Eh bien, vous lui écrivez rachida.dati@paris.fr. Vous la submergez de messages. Bon, en tout cas, je serai toujours là. Et si vous voulez écrire à Anne Hidalgo pour lui faire vos adieux, vous lui écrivez anne.hidalgo@paris.fr. Voilà. Donc à chaque fois, un élu, c'est le prénom point le nom @paris.fr. Il y a d'autres personnes du LR à mettre à la tête de écoutez, là on en est. Je ne rentrerai pas dans les détails, tout ça c'est des cuisines internes. Donc c'est un peu tôt pour vous en parler. Voilà. Là l'idée c'était plutôt de vous faire un bilan, de tracer des perspectives, à savoir ce vrai potentiel qu'on a de gagner Paris, et puis de vous entendre sur tous les sujets que vous avez à cœur de porter, de faire porter, quelle vision vous avez aussi pour votre arrondissement dans les années à venir. Il y a beaucoup de sujets, c'est absolument passionnant d'ailleurs, et je vous accueille tous avec grand plaisir dans nos cercles de réflexion sur les propositions que nous avons à faire. Il y a beaucoup de propositions aussi en matière d'écologie, parce que c'est pas parce qu'on est de droite qu'on n'est pas écolo, qu'on n'est pas en tout cas attaché à une écologie pragmatique et non pas punitive. Il y a des sujets dans le 8e, et je me suis beaucoup mobilisée là-dessus, au sujet de la friche de la rue de Constantinople, que beaucoup connaissent. Voilà. Alors moi c'est vrai que je pars plutôt de l'idée de continuer à défendre un projet d'espace vert, puisque on est très carencé en espace vert dans cette partie du 8e, il y a encore beaucoup de familles. La maire du 8e, elle porte plutôt l'idée d'un EHPAD, avec d'ailleurs en concertation avec la maire de Paris. Il y a des appels d'offres qui ont été faits, j'ai pu consulter le premier appel d'offres qui a été fait. Je ne sais pas si je peux en parler. Si je peux en parler. Bon, premier appel d'offres, il y avait un projet, alors je ne veux pas affoler, parce que visiblement il y a un deuxième appel d'offres qui a été lancé, donc qui sera différent du premier, mais le premier, il y avait à la fois un EHPAD et à la fois un
centre d'hébergement d'urgence. Facultatif, mais c'était dans l'appel d'offres qui est arrivé, qui a expiré en octobre, qui a été un appel d'offres qui date de juillet 2025 et qui a été présenté, enfin en tout cas les réponses à cet appel d'offres ont été clôturées en octobre. Donc moi, en tout cas, je trouve que à droite, on doit aussi faire des propositions intéressantes en matière d'écologie. Par exemple, je suis pour la végétalisation, mais pas n'importe comment. Et végétalisation ne veut pas dire piétonisation, par exemple, enfin en tout cas pas à tout prix. Je pense à toutes les rues aux écoles qui sont pour certaines des réussites, mais qui dit végétalisation ne dit pas forcément on va fermer une rue intégralement, et donc il faut réfléchir de façon intelligente à comment effectivement amener de la végétalisation dans notre ville. Est-ce que le réchauffement climatique, il est quand même là. Il fait de plus en plus chaud, mine de rien. Je ne sais pas si vous avez peut-être des commentaires là-dessus, mais il fait quand même de plus en plus chaud. On a besoin de verdure dans notre ville, mais ça a un coût et puis ça demande de l'entretien. Donc il faut faire ça de façon intelligente, pas partout, pas n'importe comment. Il vaut mieux moins, mais mieux. Voilà. Vous pouvez donner l'adresse de Rachida Dati en clair? rachida.dati@paris.fr. Enfin voilà, écoutez, il y aurait beaucoup à dire, hein. Je peux vous parler pendant des heures de tous les sujets mais je suis prête s'il y a quelques questions, vous avez probablement besoin d'aller respirer parce qu'il fait très chaud, mais vous avez peut-être des questions. La lumière. La fête là, de fin d'année qui est annulée, quelle est votre position? Alors, ma position par rapport aux Champs-Élysées, à très bientôt, hein. Ma position par rapport à l'annulation du 31 décembre sur les Champs-Élysées, vous en avez probablement entendu parler, ça vient de sortir. Et donc... Vous avez tout notre soutien. Oh écoutez, merci. À bientôt. Bon, je suis désolée, on est un peu serré, hein. Ah d'accord. Alors je suis très partagée sur ce sujet. Pourtant en général je suis assez tranchée. Là je suis partagée. Merci Madame la maire. À bientôt. Alors voilà, je suis partagée. Je suis partagée parce que il y a effectivement tous les riverains qui en ont ras-le-bol. Tous les riverains des Champs-Élysées qui n'en peuvent plus. Dès qu'il y a un événement sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas que les Champs-Élysées, parce qu'une fois oui, toutes les rues, mais c'est ça. Il y a toutes les rues. C'est pour ça que je dis tous les riverains en ont ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Quand il y a un match de foot, il y a une... Exactement, mais c'est devenu, je dirais que c'est monté en puissance et c'est devenu absolument insupportable. Donc, moi je comprends très bien les riverains qui ont besoin... Voilà, ouais. Donc, dans l'absolu, je comprends la position du préfet de police de Paris. Laissez-la parler. Mais d'un autre côté, c'est là où je suis très... À bientôt, au revoir. Au revoir madame. Là où je suis très partagée, c'est que j'ai un peu le sentiment quand même que c'est un renoncement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intègre le fait qu'on n'est plus en capacité de sécuriser et d'assurer la sécurité en tout cas sur la plus belle avenue du monde, enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle est présentée, donc au cœur de Paris, mais comment, c'est un renoncement, à bientôt, un renoncement que je trouve absolument hallucinant. Je suis un peu entre les deux. Sur ce sujet, il faut que je... Alors c'est pour ça que moi j'ai fait plein de propositions, c'est sur mon site, justement dans la continuité de tous les incidents, tous les drames qui se sont produits à l'issue des grands matchs de foot ces dernières années. Ah oui, les boutiques qui maintenant se protègent, etc. J'ai fait plein de propositions. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce de renoncement. Ouais, il y a un renoncement. Donc voilà, ma position, elle est un peu entre deux pour le moment. C'est vrai que c'est tout nouveau ce sujet-là, mais il faut que je réfléchisse et que je pèse le pour et le contre. C'est vrai que c'est de moins en moins bon enfant. Mais il y a des voitures brûlées, les gens se tuent. Non, mais il y a mais c'est pour ça que je te dis, je suis extrêmement.
si, parce que pour moi c'est un renoncement. Et je me dis, tu sais, c'est comme quand on... Les gens ils vont quand même venir, je pense. Ouais. Et quand on abandonne un quartier, tu vois... De toute façon, il y a peu d'artifice. C'est comme quand un bureau de poste quitte un quartier sensible, dit sensible. C'est une forme de renoncement. C'est-à-dire qu'on laisse... Renoncer depuis 3 ans, Ouais. Mais tu as probablement... Enfin voilà, bah écoutez, merci pour... Merci pour votre présence nombreuse ce soir.